Si on peut contextualiser le film, je pense qu'on peut d'abord le contextualiser politiquement, puisqu'il arrive dans une période charnière aux États-Unis et enfin, dans le monde en général, parce que c'est le moment, disons les années les plus meurtrières de l'épidémie de VIH/SIDA, donc en 1991. Les premiers cas de personnes séropositives découvertes aux États-Unis, c'est en 1981. Il faut savoir qu'il y a eu une invisibilisation gouvernementale pendant des années. À l'époque, aux États-Unis, c'était un gouvernement conservateur, comme dans d'autres endroits du monde d'ailleurs, comme Thatcher en Angleterre. Et on se retrouve en 91 avec une épidémie particulièrement meurtrière, notamment pour plusieurs groupes qui ont été appelés groupes à risque dans les médias, comme les homosexuels, mais aussi les travailleurs-travailleuses du sexe, les usagers-usagères de drogues intraveineuses. Donc c'est dans ce contexte politique-là, de silenciation gouvernementale, puisque Ronald Reagan, donc le président à l'époque, attend 1987 pour parler la première fois, disons, publiquement de l'épidémie. Donc plus de 20 000 morts après le début en fait, de la découverte du virus aux États-Unis. Donc on est dans ce contexte-là, et dans un contexte médiatique, disons, de panique morale et de construction d'un climat de peur et d'hystérie collective, dans laquelle les homosexuels donc, étaient targués de la responsabilité et de la culpabilité de la maladie. Et on le voit notamment avec des mesures qui ont été prises pour traiter la maladie non pas comme un enjeu de santé publique, mais comme un enjeu de menace sexuelle sans précédent en fait. La preuve, en 87, une des premières mesures qui est prise aux États-Unis, c'est d'évoquer le vote des amendements Helms, donc qui sont les amendements qui interdisent d'utiliser des fonds publics pour la prévention contre le VIH/SIDA, parce que ça, je cite, ferait la promotion ou encouragerait les activités homosexuelles. Donc on est dans ce contexte-là, de stigmatisation homosexuelle d'abord, et puis par ricochet, disons, de stigmatisation de la maladie et des malades de façon générale. Donc le film, il se crée dans ce contexte médiatique et politique-là. Et puis, dans le contexte cinématographique, disons, il apparaît dans un moment charnière pour les représentations gays et queer en général, parce qu'on a la création, l'accessibilisation, disons, la démocratisation des petites caméras qui permettent de faire des films à moindre coût. Together Alone, en l'occurrence, a coûté que 7 000 $, donc c'est un film qui n'a presque rien coûté. Donc on est dans ce contexte aussi de possibilité pour des jeunes cinéastes émergents de faire des films. Et donc voilà, c'est plus précisément dans ce contexte cinématographique-là que se fait Together Alone. Également, ça ce sera théorisé un peu plus tard par Ruby Rich, qui parlera du New Queer Cinema. Donc la façon dont toute une nouvelle génération de cinéastes émergents apparaissent dans les années 80-90 en réponse aux politiques conservatrices et en réponse aussi aux violences vécues par rapport à l'épidémie. Et donc ce New Queer Cinema, ce ne serait pas comme la nouvelle vague, une sorte de mouvement pour lesquels on aurait je sais pas, des spécificités techniques ou scénaristiques, etc. C'est plus l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes queer qui parlent de ces sujets avec complexité, en refusant de ce qu'on appellerait aujourd'hui des représentations positives, en refusant d'avoir des personnages homosexuels, lesbiens, transgenres parfaits, mais en les comprenant aussi dans leur complexité. Donc disons que le contexte cinématographique dans lequel apparaît Together Alone, c'est un peu ce contexte-là. Boy, after all that, you forget my name. I'm Hurt. Your name's Hurt. I'm sorry. Come on, you know my name's Brian. I know what is. My name. It's Brian. What do you mean your name's Brian? What do you mean, what do I mean? My name is Brian. I mean, how can that be? My name is Brian. So, your parents didn't take a copyright on the name, did they? No, but I think I would have remembered that we have the same first name. Well, I guess you didn't. Au tout début, en fait, le sujet de la séropositivité est amené assez rapidement. Donc, ils se réveillent tous les deux. Brian, avec un Y, se rend compte que Brian, avec un I, lui avait menti la veille sur son prénom et s'était fait appeler Bill. Et va commencer là, donc, toute cette discussion sur la confiance. Et c'est à ce moment-là que commence tout le dialogue, en fait, et tout le film, et tout l'enjeu du film sur
est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut faire confiance à un amant d'un soir, à quelqu'un qu'on vient de rencontrer et avec qui on vient de coucher. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que l'opposition entre les deux personnages, elle apparaît précisément à ce moment-là. C'est-à-dire que Brian avec un Y dit « mais moi je ne peux pas te faire confiance puisque je ne te connais pas et tu n'as pas mis de préservatif, donc il a peur en fait. Là où Brian avec un I lui dit « j'ai pas mis de préservatif parce que tu ne me l'as pas demandé, parce qu'en l'occurrence, si tu me l'avais demandé, je l'aurais certainement fait ». On est là aussi par rapport à cet enjeu de qui est responsable de qui. Et puis je vais un peu déplacer le sujet sur quelque chose d'un peu plus contemporain, mais c'est un débat qui a existé ici en France avec Guillaume Dustan au début des années 2000, qui donc était un artiste, écrivain homosexuel et qui affirmait faire l'amour sans préservatif et préférait faire l'amour sans préservatif. Et ça a été traité un peu, ça aussi, comme une panique morale à la télévision française, parce que bon, c'était quelqu'un aussi d'assez provocateur. Mais en fait, là, le sujet qu'il essayait d'amener, c'était le fait que lui, en tant que séropositif, il ne devait pas être traité comme un meurtrier en puissance, mais bien que la responsabilisation de l'utilisation d'un préservatif, en l'occurrence, n'est pas de son ressort, mais du ressort des deux amants, et que lui, il prenait soin de son corps à lui, et que l'autre amant devait prendre garde à son corps à lui, et c'était la responsabilité de chacun, disons, de mener cet enjeu-là sur la contamination et sur la peur du virus, sur l'utilisation du préservatif, etc. Et donc là, dans le film, même si on est beaucoup plus tôt que Dustan et beaucoup moins provocateur que ces enjeux-là, on voit que cette conversation, elle amène à ce débat-là quand même moral, éthique, une nouvelle fois, sur qui est responsable de qui doit quoi à qui, surtout dans un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et où placer la confiance, le curseur de la confiance, disons, dans ce rapport-là qu'entretiennent les deux amants. Et on voit dans ce cas-là que Brian avec un I est beaucoup plus fataliste que Brian avec un Y, puisqu'il lui dit quand bien même tu m'aurais contaminé, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est trop tard. Et ça, c'est intéressant aussi de voir leur rapport à tous les deux qui est complètement, diamétralement opposé. D'un côté, la peur et de l'autre, la fatalité par rapport au fait que l'acte soit déjà commis. Brian, I'm trying to explain to you why it is impossible that I could have asked for you to use a rubber. That would have put me in control, and if I would have wanted that, I would have put one on myself and fucked you. Well, maybe you should have. Look, Brian, in a way I can see what you're saying. And I'll bet you that's why so many teenage girls get pregnant. I mean, they're afraid to ask their boyfriends to use a rubber. It ruins the experience, right? Kind of like a surprise party. If you have to ask for one, it ruins the experience. Ce qui est intéressant avec Together Alone, effectivement, c'est de voir à quel point le film, en parlant d'un rapport sexuel, ne le montre jamais, en parlant de l'érotisme des corps et du danger que ça pouvait représenter pendant l'épidémie, ne le montre jamais, cet érotisme-là. Enfin, en tout cas, on sent l'érotisme, mais en tout cas, effectivement, le rapport n'est jamais vu à l'écran, ni même des actes d'embrassade, etc. Et c'est intéressant à mettre en perspective avec l'épidémie, parce qu'il y avait comme cette tension permanente pour les films qui parlaient du VIH-Sida dans ces années-là, à parler du sexe sans le montrer vraiment, parce que le sexe était justement trop lié à ce rapport à la mort, en fait, et il y a toujours eu cette tension pendant l'épidémie entre Eros et Thanatos, donc ce lien entre l'amour et la mort, disons. Parler de sexe et ne pas le montrer, c'est ce qui a été reproché à Philadelphia par exemple. C'est Lee Edelman, qui est un théoricien queer, qui dit que dans Philadelphia on voit plus des jeunes enfants s'amuser que en fait, deux hommes s'embrasser ou rentrer dans un lit. Sur le fait qu'en fait dans ce film-là, qui est un film grand public, qui a été un des premiers, disons, grands films sur le sida, en tout cas un des premiers films vus de manière mainstream, on se rend compte en fait qu'effectivement l'homosexualité elle est presque cachée ou elle est tue, elle reste au placard en fait. Bon, je ne compare pas totalement à Together Alone non plus, Philadelphia, ce sont quand même deux sujets différents, mais en tout cas on voit que la question de représenter le sexe dans ces années-là, elle a pu poser problème, un problème moral, éthique, je ne sais pas, mais en tout cas elle a pu poser problème en fait, parce qu'elle était trop liée à la question de l'épidémie. Là où Together Alone amène quelque chose de nouveau, par contre je dirais que c'est justement dans la façon d'en parler, sur ces longs dialogues qui refusent, disons, les binarités à plein de niveaux. Hein. C'est un film très dual avec toujours une porosité dans toutes les frontières qu'il aborde.
et notamment celle sur la séropositivité, sur la culpabilisation, etc. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans Together Alone, hein, c'est de s'emparer du sujet sexuel sans le montrer, mais d'en faire un sujet verbal, en tout cas enfin, discursif. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui shift par rapport aux autres représentations de ces années-là, des années 80-90 sur la séropositivité. You know, I took a risk too. For all I know, you could be infected. That's right. For all you know. But let's face it, you're not that worried, are you? Look, number one, as you probably already figured out, I tested negative, okay? Number two, anyway, most gays who get it by receiving anal intercourse. Now, you see, that's what I can't understand. Then. If you knew that's how you get it, why did you do that very thing? Dans le film, il y a comme cette façon de normaliser l'homosexualité aussi qui est intéressante et qui se joue à deux niveaux, puisque les deux personnages représentent deux pendants, disons, de ces enjeux-là. On a Brian avec un Y, donc le personnage chez lequel on est, donc Brian avec un Y, qui lui représente plutôt l'aspect un peu militant, disons. En tout cas, lui, on sent qu'il est politisé, que ce soit sur la question du sida, du VIH-sida, pardon, ou la question de l'homosexualité. Il en parle d'ailleurs, hein, il y a un moment où il parle des drag queens militantes et de cette nécessité aussi de se reconnecter à l'aspect communautaire. Là où Brian avec un I sera plus, donc le personnage bisexuel, sera plus ce personnage qui souhaite s'intégrer, ou en tout cas qui souhaite que ce soit un non-sujet, en fait, la personne avec qui l'on couche. D'ailleurs, il le dit, hein, assez paradoxalement, il reproche à Brian avec un Y d'être celui qui catégorise les gens et qui les enferme dans des cases, alors que lui, justement, refuse de s'enfermer dans des cases par rapport à ses choix de sexualité, ses choix de vie, etc. Donc effectivement, on a ce double enjeu intéressant sur, d'un côté, une normalisation pour un des personnages, et qui apparaît de façon générale dans le film, hein, puisque le film est assez accessible à toutes sortes d'audiences, je pense, et de l'autre, un propos qui est quand même tenu sur la nécessité de faire communauté, la nécessité à ce que, que cette communauté soit politique et qu'elle se construise et qu'elle connaisse son histoire politique. Et donc je dirais que cette tension-là aussi existe entre les deux personnages et se fait ressentir en tant que spectateur. People are dying from a horrible disease, and no one seems to give a shit. Still, I mean, after all these years. And now I may be joining their ranks. So Look, all I'm saying is that we shouldn't be so concerned with labels when they can be so counterproductive. People are just trying to live their lives. Let's face it, Brian, you wouldn't be so concerned with AIDS if it didn't directly threaten you. Look, you don't know me well enough to say something like that. Oh, come on, I don't hear you ranting and raving about breast cancer, toxic waste, or death from starvation. Hey, stick around for a while. You'll see. You'll hear. On sent que Brian avec un I, il a une pulsion de vie, en ce sens qu'effectivement, il préfère profiter sans se soucier des dangers et des enjeux de mort qui peuvent arriver si on en suit une contamination à ce moment-là. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais cet enjeu de ne pas parler de sexe sur une épidémie qui avait un rapport avec le sexe, c'était toute la difficulté en fait. C'était comment est-ce qu'on s'empare de ce sujet de la sexualité. Et en France, on a eu ce débat avec Les Nuits Fauves de Cyril Collard, qui est sorti pas très longtemps après, en fait, Together Alone, qui est un film dans lequel le personnage principal, à travers cette pulsion vie, après avoir appris sa séropositivité, continue de faire l'amour, continue de voir des amants de passage, de les rencontrer sur les quais de la gare d'Austerlitz, il continue de prendre de la drogue, de faire la fête, etc. Et c'est quelque chose qui était assez novateur en fait, dans les représentations cinématographiques d'une personne séropositive. Et c'est drôle, non, c'est amusant de voir la façon dont ensuite médiatiquement ça a été traité. Il y a une archive sur un plateau de Thierry Ardisson avec Cyril Collard, où Thierry Ardisson demande à Cyril Collard c'est fou que le personnage principal continue de prendre de la drogue et continue de baiser alors qu'il est séropositif. C'est complètement dément. Il devrait, et là je cite vraiment, Thierry Ardisson dit il devrait plutôt se ranger des voitures et aller boire du bon lait de vache à la campagne. Il dit vraiment ça, Thierry Ardisson. Et Cyril Collard lui dit non en fait, parce que justement il sait qu'il va peut-être mourir bientôt. La pulsion de vie elle est là plus que jamais en fait, parce que la mort le guette et parce que
autant profiter en fait de ces derniers instants qui lui restent. Donc, dans une autre mesure et en moins radical que Cyril Collard, dans Together Alone, on sent ça avec le personnage de Brian avec un I. D'ailleurs, il le dit, hein, il est de passage dans la ville et il compte bien profiter de ce passage-là pour rencontrer une multitude d'amants. Et c'est ce qui est assez paradoxal dans ce personnage-là, hein, parce qu'à côté de ça, on a l'impression que quand il va sortir, il va retrouver sa femme et retrouver une vie assez normalisée, assez rangée, alors qu'au final, c'est peut-être le plus fou des deux dans cette pulsion de vie face à la maladie, à la peur de la maladie. I never got tested. I mean, if I get AIDS, I get it. I'll deal with it then. But if you test positive, they can treat you with AZT or DDI or some new alternative drug. I read last week that they were able to take... I'm not interested in what you've read. I've probably read it myself. But I know me. I know myself. Socrates would be pleased. Look, so I know I couldn't deal with it. So I'd rather not know. I mean, I don't think I have AIDS. I've never been fucked up the ass. And I'm rarely sick. So I'll deal with it when I have to, and not before. Par rapport à l'évolution des représentations de l'épidémie, en fait, jusqu'à 1997, c'est une année charnière pour l'épidémie parce que c'est la démocratisation des trithérapies, donc qui est le seul traitement aujourd'hui encore efficace à la lutte contre le VIH/SIDA. Donc disons qu'après ça, il y a peut-être eu un shift dans les représentations. Il y a eu quelque chose qui a commencé on a commencé à historiciser l'épidémie plus qu'à la représenter dans ces années les plus meurtrières. Ce qu'il faut toujours nuancer, hein, ça ne veut pas dire que l'épidémie n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas pour les pays occidentaux, on a eu une sorte de retour, enfin quand on racontait l'épidémie, en tout cas quand on racontait le sida ou le VIH, on revenait toujours sur ces années 80-90 et on le traitait un peu comme un problème du passé. Et là, assez récemment, on voit plusieurs films qui ont vu le jour, plusieurs séries aussi, où on voit ce besoin historique, ce besoin d'historiciser l'épidémie particulièrement, notamment à travers différents enjeux. Les enjeux communautaires, ça on l'a vu dans Pause, la série de Ryan Murphy, ou dans It's a Sin, assez récemment en Angleterre, mais aussi les enjeux politiques et activistes, et ça on l'a vu avec 120 battements par minute de Roman Campillo il y a quelques années, je crois que c'est 2019, quelque chose comme ça. Donc voilà, on voit effectivement que l'évolution a été... il y a une tendance en ce moment à parler de l'épidémie sous son angle politique, à travers plusieurs approches, hein, comme je l'ai dit, politique, communautaire, mais en tout cas sur cet angle-là historique de retour dans les années 80-90. Alors même qu'effectivement l'épidémie continue d'exister et qu'elle n'est pas terminée et que plein de pays n'ont pas des accès pérennes au traitement. Mais en tout cas, voilà, on a ce besoin d'historicisation qui est à l'œuvre dans les représentations. Maybe it's the older gays who are losing their friends. I have friends of friends who had it and died, and I met some people who later came down with it. I guess I know some HIV positive people. And it seems as the months go on, the circle gets closer and closer. Together Alone, aujourd'hui, il peut être regardé comme un film historique sur l'épidémie. On peut le percevoir en ce sens comme la réalité de cette peur constante en fait, que représentait la contamination dans les années 80-90. Mais je pense que là où il est intéressant, c'est surtout dans les enjeux cinématographiques et esthétiques, disons, du New Queer Cinema. En ce sens qui représente vraiment cette émergence de nouveaux cinéastes qui ont pu se permettre de faire des films sans budget, qui ont pu se permettre de faire des films hors des gros sentiers de production américains. Aujourd'hui, on parle beaucoup du cinéma indépendant, mais je veux dire, dans les années 80-90, c'était quand même quelque chose d'un peu plus... surtout des films qui coûtent que 7 000 $, hein, c'est des choses quand même beaucoup plus fait main, fait maison qui étaient centrales au New Queer Cinema. Je pense que l'endroit où on peut le regarder, où on peut y trouver un vrai intérêt et cinématographique, et esthétique et historique, c'est dans cette perspective-là du New Queer Cinema et le remettre dans cette perspective de l'enjeu et de l'importance de ces représentations gays en particulier et queer en général. Et de son importance pour historiciser, disons, nos représentations communautaires. Ce que j'apprécie également dans Together Alone, c'est la façon dont le film est un peu construit comme un film de chambre,
qui s'inspirerait, disons, en faisant un peu gros du théâtre de chambre allemand. Donc ça, c'est un mouvement de théâtre des années 20 qui a inspiré un mouvement de cinéma également en Allemagne, où c'est effectivement des films, enfin en l'occurrence du théâtre au début, mais ensuite c'est devenu des films qui se passent dans une ambiance intimiste, dans une atmosphère vraiment d'intimité, donc en l'occurrence la chambre, avec ce principe-là de une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Donc ce cinéma de chambre ou Kammerspiel, effectivement a inspiré d'autres cinéastes comme Fassbinder ou comme Bergman avec des films comme Le Silence ou Persona, et puis Fassbinder avec ses films sur l'homosexualité, qui était un cinéaste allemand qui abordait l'homosexualité de façon assez frontale en fait, comme dans Petra von Kant ou Le droit du plus fort. Et dans Petra von Kant, on retrouve cette ambiance de cinéma de chambre avec cette unité de lieu, hein, donc la maison de Petra, et puis toutes les triangulations amoureuses, érotiques qui unissent les personnages dans ce lieu-là. Donc sans comparer le cinéma hein, de façon stylistique, le cinéma de Bergman et de Fassbinder à celui de Together Alone, on a quand même effectivement cette ambiance d'intimité et ce lieu, cette unité de lieu, disons, dans la chambre, qui crée une ambiance particulière, enfin une perspective particulière esthétique et amène à la confession plus facilement, disons, que dans des productions qui se passeraient dans d'autres lieux.